Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un tout petit mot au niveau logistique. A priori, vous êtes tous sur Muet, donc on vous remercie de rester, de garder votre session sur Muet. Par contre, le but, ce sera vraiment d'avoir une session qui soit la plus interactive possible. Donc, vous avez un bouton en bas de votre écran qui s'appelle Converser ou qui s'appelle Chat, selon si vous êtes en français ou en anglais. Tout au long de la session, si vous avez des questions à Jonathan ou à Dan, inscrivez-les et nous serons vraiment ravis d'y répondre. Donc vraiment, nous avons grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jonathan Normand, fondateur de Bilab Suisse, et Dan Whiting, cofondateur de Babook, pour vous parler du mouvement B Corp, contribution et résilience de l'entreprise du XXIe siècle. En fait, merci donc à Jonathan et à Dan d'être ici aujourd'hui, tous les deux avec des agendas qui sont bien remplis. En fait, c'est un événement qu'on avait déjà prévu il y a un certain moment, en fait, même avant la pandémie. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la thématique de la résilience est plus pertinente que jamais. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir parler de cette thématique importante aujourd'hui. Jonathan et Dan, en quelques mots, certains d'entre vous les connaissent bien, d'autres peut-être moins bien. Le mouvement B Corp est un mouvement mondial qui s'inscrit dans le mouvement du Business as a Force for Good, donc un mouvement qui redéfinit le rôle de l'entreprise comme étant vraiment un acteur fondamental, clé pour résoudre les défis entrepreneuriaux, sociétaux et environnementaux de notre planète. Donc la certification B Corp est donnée par Bilab. Et donc, c'est Jonathan qui a fondé Bilab en Suisse en 2014 et qui dirige Bilab depuis. Et d'ailleurs, en fait, le mouvement B Corp, on en a déjà parlé lors du lancement du Hub, puisqu'on avait deux entrepreneurs qui avec nous pour le lancement du Hub, qui étaient orateurs, qui était en la personne de Sophia de Meyer d'Opaline et Christophe Barman de Loyuco, deux entreprises qui sont certifiées B Corp. Donc, Jonathan, un grand bienvenue aujourd'hui, ça me ravit de t'avoir. Et puis, nous avons aussi avec nous Dan Whiting, donc cofondateur de Babook, qui est une start-up de la région qui produit et distribue un produit très original, des chaussures en laine. Il vous en parlera. Dan et sa femme Galina ont fondé Babook en 2013 et ont été certifiés B Corp en 2017. Donc vraiment une très belle histoire d'un couple entrepreneurial, un magnifique produit et un bel exemple de démarche B Corp dont il vous parlera. Donc Dan, merci, on se réjouit de ce témoignage. Je vous propose de structurer ce webinaire en trois parties. D'abord, une présentation par Jonathan de l'approche B Corp et donc on va parler des facteurs de résilience des entreprises dans cette période de crise. Ensuite, nous passerons la parole à Dan pour illustrer les propos de Jonathan, donc avec l'exemple concret de Babook. Et puis, on aura donc à la fin une séance de questions ouvertes à l'issue de ces deux présentations, vraiment où on vous encourage tous à contribuer. Et puis, en fait, en troisième partie, nous envisagerons le futur, c'est-à-dire de se dire quel est le rôle de l'entreprise du XXIe siècle. Et puis, on finira donc par de nouvelles discussions tous ensemble. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Par contre, avant de passer la parole à Jonathan, c'est nous qui aimerions vous poser deux toutes petites questions, donc vous à tous les participants. Vous êtes nombreux aujourd'hui, je crois que ça c'est magnifique. Deux petites questions, je vais demander à Benjamin qui fait partie du Hub et qui est un petit peu notre coordinateur technique aujourd'hui. On a deux mini-sondages. Je suis là, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci Benjamin. Donc je vais lancer le sondage. Et puis, vous Vas-y. n'avez qu'à cliquer sur votre écran, ce qui vous correspond, j'y vais.
Donc, une petite question pour comprendre qui vous êtes. Voilà, on est à 52 votes sur 64. Ok, ben, je pense qu'on peut 56. boucler. Toi Donc, en qui fait, as vous voyez combien voté. vous êtes en fait, un groupe 57 très... votes sur 64 personnes. Je vous remercie Ok. et je Donc, partage. merci. Ok. Tout le monde voit le résultat du sondage, là, Benjamin? Je ne suis pas sûr. D'accord. Bon, enfin, après, donc, vous êtes en fait un mélange d'étudiants, d'entrepreneurs, de salariés, de manière, plus de 40% de salariés, d'indépendants et autres. Donc, en fait, si on met entrepreneurs et indépendants, si on les ajoute, ça fait 36%. Donc, en fait, c'est les deux gros groupes. Et puis, avec les étudiants, c'est en troisième. Deuxième petite question, je voulais vous demander aussi votre connaissance du mouvement Bicorp qui nous permettra aussi à Jonathan de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'il va falloir, comment il vous le présente. Donc, je te laisse lancer le deuxième sondage, Benjamin, s'il te Je plaît. vais le lancer. Magnifique, je te propose de clore ici. Donc tout le Donc, monde en voit le fait, résultat, hein. Voilà. merci Benjamin. Donc en fait, comme vous le voyez, vous êtes plus de la moitié en fait à relativement bien connaître le mouvement Bicorp. Mais vous avez aussi 21%, j'en ai entendu parler, et puis un peu plus de 22%, là, je connais juste le nom, pas du tout. Donc tu vois, Jonathan, avant de te passer la parole, tu as un joli challenge parce que tu parles à une audience qui te connaît très bien ou moins bien. Ouais, mais la statistique n'est pas souvent la même, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, à toi, je te passe la parole, Jonathan, merci. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. Merci pour nous rejoindre aujourd'hui. Je vais faire l'exercice technique en même temps que parler, qui est de partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne correctement. Oui, Peut-être c'est bon. rapidement. Et puis, comme ça, je vais pouvoir commencer. Je suis ravi en fait de rejoindre cette plateforme en ligne. Effectivement, on avait prévu de le faire dans un cadre présentiel. Et puis, la situation, comme beaucoup d'autres, nous a forcé à passer en ligne. Mais on se rend compte qu'il y a une contribution qui est intéressante en ligne, aussi avec les interactions, et avec cette ouverture et peut-être des poches de respiration qu'on a pu prendre. Donc, je vais balayer aujourd'hui un petit peu les fondamentaux de la théorie du changement de Bilab et du mouvement Bicorp, expliquer en pas trop détaillé ce qu'est le mouvement Bicorp, ce qu'est la certification Bicorp, et puis après vous donner quelques orientations sur comment est-ce que la résilience, on l'aperçoit d'un point de vue de l'économie, d'un point de vue de la société, et puis dans notre communauté. Avant de commencer dans le détail de ce qu'est le mouvement Bicorp, je pense que pour comprendre notre théorie du changement, il faut aussi quelque part mettre ça en contexte et j'aime bien adresser la question des limites planétaires, de ces 9 systèmes et processus qui régissent ce que la Terre peut donner et comment la Terre peut fonctionner, et puis de savoir que ces limites-là planétaires, avec les données que la science nous a données aujourd'hui, on sait qu'on les a déjà dépassées dans plusieurs de ces systèmes, et donc, quelque part, l'urgence d'agir avec ce que la Terre peut faire et de construire une économie, une société qui le fait dans ces limites-là, nous semble quand même quelque part un regard lucide et très pragmatique et sensé pour pouvoir réfléchir sur comment est-ce qu'on construit des actions, comment est-ce qu'on se développe dans notre société, notre économie ensemble.
aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le regard un peu lucide, pragmatique. De l'autre côté, on a aussi une chance historique d'avoir un agenda commun. On a ce fameux agenda 2030. Hein, ce sont les accords de Paris, les 17 objectifs de développement durable, 193 gouvernements qui ont signé ces engagements-là. Et puis, effectivement, il y a un élément fort, c'est que on y arrivera seulement si le secteur privé, si les entreprises, si le business, vous les appelez comme vous le voulez, contribuent massivement à ces 17 objectifs et à leur réalisation. Donc on a aujourd'hui quelque part plus que jamais cette compréhension scientifique et puis cette dynamique des différentes parties prenantes de notre société, que ce soit le secteur privé, que ce soit nos gouvernements et la société civile, qui peuvent se fédérer sur un agenda commun. Cet agenda, il faut peut-être juste lui donner un nom. L'agenda 2030, c'est le plan de survie de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, je pense là, il y a le sens de l'urgence, mais il y a aussi ce sens qu'ensemble, on peut faire quelque chose dans un agenda commun, dans une direction commune. Et puis, ce que je vais essayer de vous présenter maintenant, c'est comment est-ce que BILAB, le mouvement Bicorp, accompagne une partie de la réponse à côté de plein d'autres mouvements. Et ça, j'aimerais bien l'introduire dès le départ. Nous sommes dans une dynamique de mouvement. Il y a plein d'autres mouvements dans notre société, sur notre planète, qui agissent pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et donc, nous en sommes un parmi d'autres. Et je vais peut-être commencer là un petit peu avec quels sont les fondamentaux. Donc, notre approche et notre lecture est qu'effectivement, nous avons construit une économie, et particulièrement qui s'est accélérée et globalisée ces 60 dernières années sur un principe de capitalisme actionnarial, designé dans le XXe siècle principalement pour un petit nombre qui en bénéficient, pour le court terme souvent, donc sans prendre en compte justement cette dimension de durabilité clairement, exclusif parce qu'il n'est pas participatif au plus grand nombre de la société, et puis extractif parce qu'on utilise et le capital humain et le capital naturel sans se poser la question des effets que cela cause, sans se poser des questions de comment est-ce qu'on peut le faire. Donc notre proposition, c'est le changement d'operating system, c'est vraiment de changer le logiciel de notre modèle de développement économique pour passer à un capitalisme qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes. Je pense que vous aurez tous remarqué un peu le tipping point pour ceux qui suivent l'actualité, que maintenant c'est quelque chose qui est repris par un grand nombre d'acteurs et on en est très content. Si tout le monde peut venir y mettre un peu sa contribution. Mais voilà, c'est construire ce capitalisme des parties prenantes. Et dans parties prenantes, j'inclus l'environnement qui est orienté pour le plus grand nombre, qui est construit sur le long terme. Et là, je pense aux générations futures, je pense à les dettes naturelles, du capital naturel et les dettes économiques qu'on va mettre sur les épaules des futures générations de nos enfants. Inclusif, effectivement, qui s'adresse au plus grand nombre, et puis régénératif. Donc c'est aussi un terme qui est important ici, c'est de comprendre que dans cette dynamique inclusive circulaire, il faut aller encore plus loin, de par ces limites planétaires, pour arriver à un modèle de développement économique qui apporte des éléments régénératifs sur le plan humain et sur le plan du capital naturel. Comme on a des étudiants aujourd'hui qui sont aussi parmi l'audience, je pense que, mais pas que des étudiants, je pense que pour ceux qui sont allés dans la rue, qui se sentent inquiétés, qui manifestent, qui veulent amener ce message qu'ils demandent un changement de système, ils attendent quelque chose de plus. Il y a effectivement pour moi un risque aujourd'hui dans ce qu'on peut observer dans ces mouvements sociaux, c'est que cette indignation se transforme en résignation. Et ça va causer peut causer de grands problèmes dans les dynamiques intergénérationnelles, dans effectivement ce côté inclusif pour le plus grand nombre. Donc, gardons-le. Donc, quand on a ce constat qu'on prend en compte, nous, ce qu'on amène dans notre système de changement, c'est qu'il faut le corriger, le système. Il faut le corriger, et pour le corriger, il faut déjà reconnaître les deux caractéristiques minimum d'un changement de système, c'est déjà de reconnaître la défaillance du système actuel. Et aujourd'hui, je pense que d'une vision relativement un scientifique, mais deux aussi modérée, le système ne fonctionne pas. Donc il y a une défaillance du système. Mais dans cette dynamique positive et quelque part de proposition, il faut aussi proposer ces existences viables, l'existence d'alternatives viables. Et puis c'est un peu ce que je vais faire avec la description du mouvement Bicorp dans un instant.
Ce que je pense qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a une attente, principalement dans ce qu'on appelle les économies dites développées, des consommateurs. Je vous donne quelques chiffres, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut voir dans ces chiffres, qui sont souvent au-dessus de 60%, c'est que même s'ils ne sont pas tout à fait justes, ils indiquent clairement une orientation sur les attentes. Et là, on le voit, j'en ai partagé deux. Une sur les attentes des consommateurs qui attendent effectivement plus des entreprises ou encore des employés pour qui les individus travaillent, ou s'attendent que l'entreprise soit effectivement dans une contribution envers la société et l'environnement. Donc, on attend plus que simplement un salaire et quelque part une sécurité d'emploi. On reviendra sur peut-être cette réalité dans le cas de la crise actuelle et dans les effets post-pandémiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, ce que nous, on va apporter comme un peu changement de paradigme, c'est de dire, OK, depuis 20 ans, on voyait qu'il y avait quand même une démarche pour avoir des bons produits, avec des certifications de produits, qui correspondent à un certain nombre d'engagements, que ce soit des engagements de type environnementaux ou des engagements de type sociaux ou sociétaux. Nous, ce qu'on a fait avec le mouvement Bicorp, c'est qu'on a essayé de créer un mark-up, de mettre un brand qui permet d'identifier les bonnes entreprises du 21e siècle. Et c'est actuellement ce qu'on doit voir, parce qu'on peut avoir des entreprises qui ont une série de produits avec des bonnes certifications, mais qui, de l'autre côté, dans leur portefeuille d'action ou dans leurs différentes activités, vont avoir un peu, quelque part, des doubles messages ou voire des incohérences. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre l'entreprise dans son ensemble, et puis c'est à cela qu'on a dédié les 10 dernières années, en créant tout un mécanisme crédible pour reconnaître ces bonnes entreprises contributrices dans le monde aujourd'hui. Nous en avons un peu plus de 3350 dans 80 pays, qui représentent 150 secteurs d'industrie. Donc voilà, simplement, si vous vouliez garder en tête, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout B Corp et la certification B Corporation, voilà, c'est vraiment une certification qui est, ce que je dis, est à l'entreprise, ce qui est Fairtrade pour le café ou Minergie pour les bâtiments. C'est une description simple, mais qui va vous permettre de comprendre dans un instant comment est-ce qu'on a passé à travers toutes ces entreprises que je vous présente ici rapidement, qui sont dans tous ces secteurs, dans ces actions, dans ces activités différentes, et qui sont passées à travers un processus qui est exigeant, qui n'est pas facile. Ça veut dire que nous, on est jugeant, on va donner une note, ça veut dire qu'on va revoir la performance sociale et environnementale d'une entreprise, on va lui demander d'avoir un score minimum de 80 points sur 200, vérifier, que nos analyses vont vérifier. Nous allons leur demander aussi de changer leur statut juridique, et c'est là aussi où il y a une théorie du changement qui est forte. Ça veut dire que dans les statuts juridiques, donc quand vous avez une entreprise, pour ceux qui n'en ont pas ou qui ne connaissent pas, on doit enregistrer une entreprise avec ce qu'on appelle des statuts au registre du commerce, et puis ces clauses-là, on vous demande de les adapter, on vous fournit des textes qui, de façon très simplifiée, va s'assurer qu'on prenne en compte dans toutes les décisions, les opérations, la prise en compte des parties prenantes qui inclut l'environnement. Donc d'avoir cette stratégie matérielle et positive dans la conduite des affaires et que ça soit instauré dans les statuts juridiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseil d'administration, tout comme la pérennité économique, tout comme les réglementations auxquelles elle s'applique, va devoir se poser et le reporter. Et on y ajoute le côté transparence, où effectivement on publie le score des entreprises sur notre directory en ligne, qui permet de voir de façon synthétique où est-ce que se positionne l'entreprise sur le chemin de la durabilité. C'est-à-dire que cette notation de minimum 80 points pour les B Corp jusqu'à 200 va vous montrer où est-ce que se trouve l'entreprise sur ce chemin-là, en termes d'impact et de gestion de ces impacts, donc d'impact positif et sa gestion des impacts négatifs. Aujourd'hui, comme je vous le disais, voilà, cette communauté de leaders représente 71 pays, plus de 150 industries. On a aujourd'hui beaucoup de PME. 60% de nos entreprises certifiées sont des PME, sont des petites et moyennes entreprises. Nous avons une vingtaine d'entreprises qui sont listées publiquement dans des bourses. Nous en avons aussi qui appartiennent à des grands groupes, ou ceux qui sont ce qu'on appelle des filiales de grands groupes, et toutes, quelque part, ont pris cet engagement d'interdépendance, ce but commun de redéfinir cette notion de performance. Une notion de performance très axée sur la compétition ou sur la performance financière, en intégrant la dimension sociale environnementale. Donc, très rapidement,
ce que nous, on voudrait partager ici, ce que je voudrais partager, c'est vraiment, on peut aujourd'hui, et c'est une grande campagne qu'on a lancée qui s'appelle Vote Everyday, ça veut dire quoi? On peut tous les jours voter, chacun dans son rôle individuel pour notre société, pour l'entreprise pour laquelle on veut travailler en la sélectionnant, pour les investissements que nous faisons, pour les achats que nous faisons, pour toutes les actions usuelles qui est liées à un système de société avec une infrastructure de marché, on peut voter. Il y a plein de façons de voter dans sa vie, et donc c'est un petit peu notre grande campagne en ce moment de dire, ben voilà, vous pouvez voter dans toutes vos actions en s'assurant que ce soit les bonnes entreprises. Et là, c'est une campagne sur le mouvement B Corp, les entreprises certifiées B Corp, mais effectivement, ça peut être des entreprises qui font partie de l'économie sociale solidaire, ça peut être des entreprises qui font partie de l'économie du common good, ça peut être, voilà. On est un mouvement de mouvement. Maintenant, effectivement, on se positionne avec vraiment un véhicule très crédible, très solide, qui n'est pas facile à obtenir. Et donc, on a beaucoup de sollicitations et peut-être aussi beaucoup de déceptions des fois, parce que c'est un chemin. Mais dans notre théorie du changement, ce que j'aimerais adresser ici, c'est qu'on a créé avant tout, en tant qu'ONG d'utilité publique, des outils qui permettent d'accompagner n'importe qui, n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle organisation à identifier ses bonnes pratiques. Donc on a le B-Impact Assessment, on a le SDG Action Manager, c'est des informations que vous retrouvez sur nos sites, qui sont des outils gratuits, confidentiels, que vous pouvez aller utiliser et sur lesquels vous pouvez aller piocher des bonnes pratiques, mesurer des performances et puis quelque part tenter des améliorations. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Oui, le mouvement B Corp est fort, on fait beaucoup avec et c'est vraiment une démonstration qu'il est possible de combiner cette triple mission. De l'autre côté, il faut aussi pouvoir donner les outils à tout à chacun pour se mettre en route. Puis j'aimerais finir peut-être un peu dans cette partie-là ici sur un call to action. En Suisse, nous avons initié le programme Swiss Triple Impact. Donc le triple fait référence à People, Planet, Prosperity. Et donc, on a initié maintenant et on va équiper toutes les entreprises qui voudront se joindre à l'effort avec nos outils pour mettre en place ces actions, prendre des engagements sur 3 ans et puis rentrer dans cette dynamique vertueuse de contribution pour l'agenda 2030, pour les 17 objectifs de développement durable. Je ne parle pas trop de cela, mais voilà, il y a un appel à l'action en Suisse qui touche toutes les organisations et qui est moins contraignante que la certification B Corp que je vous présentais juste avant. Peut-être si je suis dans le timing, comme je suis à 14 minutes, si je ne me trompe pas, ce qui est pas mal. J'espère que je n'ai pas été trop rapide dans mon flow, mais j'ai surtout souci à pouvoir me mettre à converser avec vous et être dans ce dialogue, ce qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, ce que j'aimerais parler un petit peu pour adresser la question de la résilience, que nous, on a vu aujourd'hui dans notre communauté. Ça, on l'avait vu déjà en 2008, qui était une crise complètement différente, qui était plutôt une crise de marché financier, une crise financière. Là, on est dans une crise qui est beaucoup plus systémique et qui a beaucoup d'autres effets. Mais c'est que les entreprises, en tout cas B Corp, les entreprises qui avaient des démarches structurées autour de leurs parties prenantes, cohérentes, avec des vrais plans d'action, étaient plus résilientes. Ça veut dire qu'elles étaient plus à même de pouvoir réagir avec leur écosystème. Ça veut dire avec des collaborateurs plus engagés, parce qu'il y a ce partage de sens, il y a peut-être ce partage de cette mission collective où on prend soin de chacun, et donc effectivement, quand il y a une crise, quand on a des collaborateurs engagés, c'est plus facile de réagir que quand vous avez des collaborateurs ou des collaboratrices qui vivent peut-être pas très très bien l'histoire professionnelle dans leur organisation. La même chose pour les chaînes de valeur. Quand vous avez une relation purement mercantile basée sur le prix et la marge avec vos différents fournisseurs ou partenaires, eh bien, quand c'est la crise, effectivement, vous ne serez peut-être pas le premier de la liste qui vont se dire je vais faire un effort en plus. Donc, comment est-ce qu'on met toutes ces choses-là très concrètement en œuvre et qui amènent cette résilience et qui amènent cette capacité d'agilité, de réactivité, d'adaptativité par rapport à des crises, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les crises vont se succéder. On en a une qui nous a un peu pris de court, je pense, il faut le reconnaître. On peut le dire, hein, on nous a pris de court, mais on sait qu'il y a différentes autres crises qui vont venir de façon, ces chocs vont arriver dans le temps. Je pourrais parler de la crise climatique encore, de la crise migratoire à venir, et d'autres crises sanitaires qui vont potentiellement revenir par vagues prochainement. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on structure sa démarche
en prenant en compte ces parties prenantes, avec les valeurs humanistes, avec ce que j'appelle ce degré de sensibilité, eh bien, on renforce sa résilience. Et donc, effectivement, on se met dans une position meilleure par rapport à ceux qui, peut-être, sont encore trop axés sur l'ancien monde, hein, sur cet ancien monde que je vous décrivais du XXe siècle, avec des rendements financiers étroits et conduits uniquement par ces attentes-là. Donc, ce que nous, on a vu dans notre communauté aujourd'hui avec les Bicorp et ce qu'on a observé ces dernières semaines, c'est que toutes ces entreprises qui avaient ces pratiques environnementales, sociales et on va dire, là, j'utilisais le terme ESG parce que selon les audiences qu'on a, maintenant c'est un terme, c'est un concept, hein, l'ESG, qui veut dire beaucoup de choses et rien en même temps, mais qui ont ces pratiques de durabilité, elles sont montrées plus résistantes, plus fortes aux chocs économiques et financiers actuels. Donc ça, c'est ce que nous, on a perçu dans notre communauté, à qui on s'est connecté, avec qui on a fait le suivi, parce qu'on a aussi essayé de leur proposer des solutions, de les aider. Ce qu'on a observé, et ce que j'ai observé aussi, c'est que là, pour l'instant, les fonds dits ESG durables ont été plus performants que les conventionnels. Donc ça restera à confirmer quand les vrais effets se feront sentir, mais je pense que c'est déjà un indicateur assez fort. Comme je le disais avant, ça a été démontré en 2008, cette crise était différente, mais on voit bien quelque part, on commence à avoir une preuve empirique de la pertinence de la RSE. Dans le slide précédent, je vous partageais le dernier rapport qui a été publié et relayé entre autres par le SECO dans notre gouvernement, qui a été publié par l'OCDE sur la résilience et la durabilité suite à la crise Covid-19. Je potentiellement mettrai les liens si ça vous intéresse, mais donc on est quelque part aujourd'hui plus à se questionner est-ce qu'il faut pas. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, moi effectivement je le suis depuis longtemps, parce que ça amène énormément de bienfaits et là, pour le cas d'une crise très complexe, on voit que ça arme mieux. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, mais ça arme, et j'aime pas le terme armer, mais ça accompagne, ça entoure, ça donne des capacités qui les rendent plus agiles. Peut-être un petit tour d'horizon de quelques initiatives qu'on a eues dans notre communauté à Bicorp, ici en Suisse et ailleurs, ces actions solidaires pour faire face à cette crise. Peut-être des choses un peu plus techniques. On a Tony Chocoloni qui veut faire du chocolat en se passant de l'esclavage, c'est leur slogan, ont mis en place toute une dynamique d'action de terrain avec les cacaotiers, avec leur chaîne principalement en Afrique, pour les équiper et les aider à faire face à la crise sanitaire, mais aussi les aider d'un point de vue résilience économique. On a vu Danone qui a lancé un fonds de 250 millions d'euros pour les 15 000 de leurs petites entreprises et business afin de leur offrir une poche de respiration et de l'aide dans ces moments difficiles. En Suisse, on a par exemple Seven Peaks qui a mis en place un mécanisme de centime additionnel. Chaque bouteille vendue rapporte à la Fondation Mère Sophia des fonds, des initiatives de solutions qui ont été mises en place pour la garde d'enfants partagée. Je mentionne aussi Too Good To Go qui a fait une grande action en Suisse pour récupérer de la nourriture avant qu'elle ne soit mise aux déchets. Voilà, il y a un ensemble d'actions qui ont été menées. Elles seraient trop longues à vous énumérer là. On les a publiées sur notre site, sur notre newsletter. Désolé pour tous ceux que je n'ai pas nommés en Suisse, mais ça se voulait être synthétique. Je suis à 20 minutes et 17 secondes, donc je suis assez fier de moi. Je suis désolé pour la locomotive, mais c'était le minimum qu'il me fallait pour réussir à faire cette introduction pour ensuite donner la parole à Dan Whiting de Babou qui fait un travail incroyable sur son entreprise et sur la façon de le faire. Donc voilà, je voulais juste finir avec cette petite image qui me fait toujours sourire. C'est qu'effectivement, ça peut être simple d'imaginer qu'il faut effectivement avoir ça va être difficile de déplacer les choses avec des roues carrées ou rectangulaires. La réalité, c'est que notre système économique, notre système de société a changé, a été bouleversé et a été accéléré par cette crise. N'oublions pas le cap climatique qui sera d'autant plus dommageable et d'autant plus désastreux pour notre civilisation, tout simplement. Voilà, je m'arrête ici. Un grand merci, Jonathan, pour cette présentation et cette introduction au mouvement Bicorp.
Avant de passer la parole à Dan, j'aurais juste une question pour toi qui reprend d'ailleurs une question qui vient de l'audience, qui concerne le mouvement Bicorp en Suisse. La Suisse est un des pays où le mouvement Bicorp est un des plus développés en Europe, avec, je crois, plus de 30 entreprises certifiées. Donc, au-delà du magnifique travail que tu fais depuis 2014 avec toute ton équipe, en quoi en fait le terreau suisse a-t-il été favorable au mouvement Bicorp et à tout ce qui touche à Business as a Force for Good? Et de l'autre côté, quels ont été les freins? Donc, vraiment, particulièrement en Suisse. Donc, particulièrement en Suisse, on a, bon, je vais peut-être vous dire des banalités, mais c'est vrai qu'on a quand même des valeurs humanistes fortes, des valeurs solidaires fortes. On a aussi beaucoup d'entreprises familiales, donc qui sont encore en main familiale. Hein. On a aussi un poumon économique qui est, je crois, à 92% constitué de PME. Donc on a cette vitalité aussi historique. Et puis après, on a des ancrages. Hein, la Suisse est quand même le pays des coopératives, hein, des communs, historiquement. Il y avait aussi donc, cette notion de capital distribué, de mission commune, qui fait que culturellement, peut-être on a un ancrage avec plus de résonance sur ce que nous, on peut apporter avec cette solution. Après, comme je le dis, nous, et ça va peut-être pas faire plaisir à certains des visages que je vois ici, on n'est pas dans un business de la certification. Notre objectif n'est pas de certifier un maximum d'entreprises. Notre objectif d'utilité publique, c'est vraiment de donner les bons outils, d'offrir cette narration et cette compréhension de changement de système, et puis d'aller insuffler ces changements-là. Après, voilà, le processus de certification est challenging. Bien sûr, tout le monde est bienvenu, mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense que ce qui est important, c'était de montrer qu'on pouvait créer cette infrastructure de marché en Suisse qui réponde à ces triples objectifs de façon crédible et sérieuse. Je ne vais pas vous mentir, effectivement, on a aujourd'hui, je crois, 42 entreprises certifiées. On en a plus d'une cinquantaine en cours. On a une certaine traction, on va dire. Mais pour vous donner un chiffre peut-être aussi plus contextuel, on a plus de 2000 entreprises en Suisse qui utilisent nos outils d'évaluation, que ce soit le B-Impact Assessment ou notre nouvel outil qu'on a co-développé avec le UN Global Compact qui s'appelle le SDG Action Manager. Et là, on voit que sur, on va dire, ces 2000, on a environ 300 qui ont tenté de solliciter la certification. Donc c'est intéressant, depuis 2018, hein, si je vous donne une chaîne, 2018-2020, c'est un petit peu nos chiffres actuels. Donc on a cette dynamique-là. On a aussi des challenges qui viennent en Suisse avec des grandes entreprises qui veulent et qui vont rejoindre le mouvement prochainement. Donc ça amène justement à réaligner ou du moins à se rencontrer sur quelle est la mission commune que l'on veut mener à travers ce mouvement. Et donc, il y a plein de choses que l'on sait aujourd'hui, mais il y a aussi plein de choses qu'on va construire. Et la Suisse est un terreau super pour ça. On a la chance d'avoir aussi des entrepreneurs très activistes. Et donc, voilà, cet ensemble d'éléments fait que je pense que la Suisse a une vraie carte à jouer dans ce mouvement au niveau international. Et moi, j'y œuvre, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, j'y œuvre corps et âme, parce que je pense que c'est une des bonnes réponses que notre société a besoin aujourd'hui. Effectivement. Jonathan, merci. Il y a d'autres questions qui viennent effectivement de l'audience. Je vous propose qu'on écoute peut-être Dan qui nous donne quand même une illustration très concrète de ce mouvement et de ce qui a été fait chez Babouk. Dan, je peux te donner la parole si je te donne la main. Bonjour, ça marche? Ok, voilà. Bonjour à tout le monde. Attends, je vais essayer de partager mon écran. On va voir si... Voilà. Ça fonctionne, c'est ça? Merci. Je te demanderai de rester assez court dans la description de Babouk et puis comme ça, on ne peut pas aller assez vite de résilience et prendre les questions de l'audience. Je te remercie, Dan. Voilà, en fait, je vous explique en fait, ce sont deux mots en fait, qui est Babouk et aussi une raison pourquoi nous, on a en fait tenté la certification B Corp et ce que ça représente en fait, pour nous comme travail et comme raison. Alors, juste en fait, en deux mots, en fait, c'est une société qu'on a créée avec Magdalena il y a 2013. En fait, ça commence plutôt dans un délire un peu drôle. C'est qu'en fait, Galina qui m'a apporté de la Russie des bots qui s'appellent des Valinki.
Et c'est plutôt un cadeau pour qu'on porte dans notre chalet. Et j'étais assez intrigué en fait par ce produit parce que c'était en fait de laine, de l'eau, du savon et rien d'autre. Pas de colle, pas de chimie, pas de production. Et j'étais plutôt un peu intrigué, mais c'est quoi ça? Et ça tient super, super chaud, ça surchauffe pas. Et c'est un design très particulier. Et on s'est dit, mais allez, on a commencé comme une blague, quelques verres de vin. Et dit, mais si on prend cette vieille tradition, on essaie de mettre en ordre de jour, c'est juste la particularité, c'est que c'est un savoir-faire qui est tellement manuel, tellement compliqué que on a commencé à apprendre par nous-mêmes en fait dans la cuisine en train de feutrer et on a continué en fait à développer le savoir-faire. Et on était à une foire et avec 8 pantoufles qu'on a feutré pendant 8 heures chaque pantoufle pendant 2 mois. Et on s'est retrouvé à avoir une semaine plus tard une commande de 800 paires. Et on était là, mais on le fait comment? Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mais écoute, on commence à le faire nous-mêmes. Et là, on a commencé à créer des machines, on a soudé, à l'époque, en plus, on a vécu en Asie, en Indonésie, on parlait un bahasa indonésien assez classé. Et les premières commandes, en fait, c'était dans la cuisine, dans les garages, avec des pantoufles, avec tout le monde, qu'on a commencé en fait à créer en fait la société. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, au fil du temps, c'est qu'on voulait quelque chose créer où il y avait un sens. Et aujourd'hui, de cette inspiration initiale russe, en fait, on a une gamme de produits qui sont des pantoufles, on a des baskets. Forcément, chaque fois en laine, chaque fois avec du latex naturel. On met énormément de valeur sur plus que comment on fait. En fait, on s'est rendu compte que pour nous, c'était aller au-dessus de juste un produit qu'on fait. Ce n'était pas juste acheter un produit et le faire. C'est que les pantoufles, il faut savoir qu'on a créé notre propre atelier qu'aujourd'hui qui est en Népal, qu'on a 20 employés qu'on gère à distance, qu'on forme, qu'on travaille, en fait, qui ne fait pas de l'équipe à book, en fait. Et chaque fois qu'on fait de nouveaux projets, en fait, on va au-dessus de juste du produit. Et en fait, on s'est rendu compte que pour nous, c'est les matériaux, c'est définitivement la valeur de départ. Il faut que ce soit des matériaux renouvelables, recyclables, où il faut avoir quelque chose qui a du sens. Mais l'environnement, c'était aussi clairement quelque chose qui était pour nous extrêmement important. C'est que comment est-ce qu'on voit la marchandise, comment est-ce qu'on l'emballage, ça va au-dessus de juste la vente des produits. Et le troisième point, c'est que où est-ce que nous, on peut avoir un impact social? Un petit exemple, tous nos dépôts, et en fait, c'est géré par une fondation à Lausanne avec des agents handicapés. Et on prend toutes les conséquences qui vont avec et on communique aussi ça auprès des consommateurs pour comprendre que c'est humain. C'est pas juste une machine, c'est pas un Amazon, c'est pas quelque chose. On veut avoir un impact. Et quand on avait fait toute cette démarche-là, on s'est dit, mais de quelle manière, où les clients commençaient un peu à nous challenger pour dire, mais écoutez, c'est juste du marketing, c'est juste, voilà, c'est vrai ce que vous faites. On a commencé à regarder, mais qui pourrait en fait nous aider à voilà, quelque part avoir une certification, avoir un label, quelque chose qui certifie en fait ce qu'on fait. C'est clair, comme Jonathan disait avant, il y a énormément de certifications qui existent, Fairtrade, de dyeing process et tout ça, mais en fait, pour nous, c'était pas ça qu'on cherchait. On cherchait quelque chose qui allait au-dessus de là parce qu'on avait en fait compris qu'on a voulu créer quelque chose qui allait au-dessus de juste un produit. Et en fait, dans nos recherches, c'est là qu'on est tombé en fait sur B Corp. Et c'était, je pense que un des drivers, c'était aussi que Patagonia avait aussi, je pense que c'était une des premières sociétés qui était aussi B Corp. Et ça nous a donné en fait assez un sorte de confirmation que c'est peut-être la bonne certification. Comme Jonathan l'a dit avant, d'une manière très polie, c'est pas évident d'avoir les certificats. Ça demande énormément de travail, énormément de transparence, énormément de viens et va et clarification. Ça nous a pris bien 7-8 mois pour avoir les points nécessaires pour certifier. On doit, je pense, cette année refaire parce que chaque 2 ans, on doit se revalider. Mais ça nous a en fait permis, ou même que les gens ne se connaissaient pas, au début, je pense qu'il n'y a pas, à nouveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent B Corp, mais pour nous, c'est
on a fait plutôt pour nous qu'on peut un peu expliquer plus loin. Parce qu'on s'est rendu compte que B Corp, ce n'est pas encore un label que tout le monde connaît au monde, mais c'était assez important pour nous. Et voilà. Et c'était aujourd'hui, c'est comme ça qu'on communique en fait avec nos clients. Voilà, c'était un peu l'introduction de Babook. C'était aussi ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'Anne, il y a une deuxième partie que tu m'avais posée aussi. Comment est-ce qu'on avait géré en prenant oui, mais dans la suite, en fait, ça sera intéressant de voir comment vous avez géré cette crise, comment ça vous a impacté, de parler un petit peu de résilience. Voilà. Je te laisse peut-être finir là-dessus, volontiers, Voilà. Dan. OK. Alors, nous, c'est clair, le Covid, c'était quelque chose que je pense qu'on les a tous touchés. Là, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus, mais nous, le message dont on est resté à la maison, faites la social distance et ce qui était important, surtout les produits de première nécessité. Et on s'est trouvé, bon, on a une petite équipe de 7 personnes. C'est vrai que déjà l'équipe chez nous, elle est déjà dans plusieurs pays. Il n'y a pas tout le monde qui est en Suisse. Il y a des gens qui sont en France, qui sont en Angleterre, pardon, aux États-Unis, des gens qui sont en Philippines, au Népal. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on s'est senti tellement inutile. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait des produits en laine? C'est même pas une première nécessité. On s'est posé la question, mais est-ce qu'on arrive à faire quelque chose avec les laines? Est-ce qu'on peut les transformer? Est-ce qu'on peut faire des masques? On est en fait dans tous les délires, toutes les choses imaginables, mais on dit, mais est-ce qu'on peut aider avec quelque chose? Et et le message, c'était toujours non, qu'est-ce que vous voulez faire? Et plus on s'est posé la question, en fait, on s'est rendu compte que en fait, les gens qui aujourd'hui sont ceux qui c'était le plus, qu'on avait besoin plus aujourd'hui dans la société, c'était en fait les gens qui étaient dans la front line. Ce sont les gens à la caissière, c'était les gens à la pharmacie, c'était les gens à la poste, c'était les gens dans tous les hôpitaux, et encore plein d'autres qu'on côtoyait pendant cette période, qu'on va toujours et on a eu cette sensation, est-ce qu'on peut, mais on a envie de dire merci, mais comment est-ce qu'on dit merci à ces gens-là qu'on a besoin d'eux? Et dans cette réflexion-là, on a eu plusieurs sessions, on a discuté en interne, on s'est dit, mais OK, nous, on peut pas, on s'est même posé la question, est-ce qu'on peut travailler à la caissière? On s'est dit, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et on s'est dit, peut-être il faut pas non plus exagérer les choses, mais est-ce qu'il y a une manière on va dire à ces personnes merci? Est-ce qu'il y a une chose juste pour montrer que c'est des gens tellement importants pour notre société aujourd'hui? Avant, on va à la caissière, on prend les choses, on ne regarde même pas, on dit à la limite bonjour, au revoir, mais c'est plus. Et là, on a fait en fait un programme qu'on appelle You Care, We Care, où en fait les gens sur notre site web, ils font un don de 20 francs. Nous, on met le supplémentaire en fait sur les 20 francs, et en fait, on offre des pantoufles aux gens qui travaillent. Ce sont des gens que nous, on connaît autour, ce sont des gens qui nous contactent, ce sont des gens en fait, on n'est pas là pour dire, écoutez, montre-moi une preuve exacte que vous travaillez quel jour. C'est plus, je pense, tous les gens en fait qui envoient, qui me connaissent, en fait, c'est pour nous, c'est plus la confiance qu'on fait. On n'essaie pas non plus d'être trop rigide pour dire, si quelqu'un me dit, écoute, moi je travaille dans tel magasin, on lui crasse. Souvent, on se déplace si on a la possibilité, sinon on envoie. Et depuis qu'on a fait le programme, on a en fait récolté plus que 100 donations. Ça continue. Et je trouve que c'est un très bon. C'était une petite chose. C'était pas grand-chose, je suis d'accord. On peut dire 100 donations, c'est rien du tout, oui. Mais en même temps, c'est aussi, je pense, tous ces gens-là qu'on a touchés, ils étaient très, comment dire, ils étaient très touchants parce qu'ils ne croyaient pas, en fait. Ils disaient, mais pourquoi? Je t'écoute. Et ça vient pas que de notre côté, c'est nous et nos clients qui sont juste là pour vous dire merci. Et c'était ça qui était, qu'on a trouvé en fait un petit hook pour aussi faire une petite contribution. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à partager. Voilà. Je te remercie, Dan, pour ce témoignage.
Moi, j'aurais juste peut-être, avant d'ouvrir les questions de l'audience, il y en a plusieurs ici qui me semblent vraiment intéressantes, peut-être juste une petite question pour toi sur l'aspect résilience. Quel est, d'après toi, le facteur de résilience que Babouk a développé ces dernières années qui va être le plus déterminant pour passer la crise? Je ne sais pas. À vrai dire, tu sais, j'ai l'impression que on change, ça évolue tellement vite où je pense que j'ai même pas envie de dire quelque chose aujourd'hui parce que peut-être dans quelques mois, quelques semaines, ça va changer. Nous, c'est plutôt ce qu'on essaie de faire, de rester ouvert, de rester responsable. Je pense que le mot qu'on doit beaucoup utiliser, c'est responsable. Et être flexible dans le sens que ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être demain, ça ne vaut plus rien. Et on essaie énormément dans l'équipe qu'on a, c'est de se dire, ne prends rien pour granted. Sois toujours à l'écoute. À la fin, c'est la société, c'est les clients qui demandent de faire des choses. Et c'est ça un peu qu'on essaie un peu d'instaurer comme réflexion pour être flexible, pour s'adapter et pas avoir des schémas F. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous on fait des produits en laine, peut-être demain on découvre que peut-être il y a quelque chose complètement d'autre et on veut rester ouvert à ça. Je n'ai pas donné une réponse, mais je préfère en fait qu'on est toujours agile. Je pense l'agilité. Peut-être s'il y a quelque chose, être agile et authentique. Merci Dan. Je poserai la même question à Jonathan. Dans les entreprises Bicorp que tu vois autour de toi en Suisse, quels sont en fait les facteurs de résilience qui vont être déterminants pour passer cette crise? Bon, après, c'est une question, une réponse générique va être difficile. Je pense qu'effectivement, ça va dépendre des secteurs d'activité qui sont représentés. Après, ce qu'on peut-être on peut retrouver de façon commune pour l'ensemble, c'est que on l'a vu en Suisse romande peut-être plus qu'en Suisse allemande, mais il y a une vraie demande de ne pas remettre, par exemple, l'agenda climatique à plus tard. Donc, de vraiment profiter pour construire des propositions de relance économique qui les prennent en compte. Hein. Donc, je pense que ce qu'on va observer, c'est peut-être une montée de l'activisme de nos bicorps, encore plus que ce qu'on a pu voir, avec des engagements. C'est vrai qu'il y a des réflexions sur toujours cette démarche politique, hein, de porter le message plus loin. Mais je pense que voilà, on a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place et qui je l'espère, mais c'est ce que je perçois déjà, va toujours va toujours faire souffler du vent dans les voiles de tous nos bicorps en Suisse. Voilà, donc on a vu hein, une action que je peux partager peut-être, mais sans donner forcément de détails, mais on a vu 2-3 de nos bicorps en Suisse profiter de cette crise pour encore amplifier leur modèle d'impact, pour encore ajouter de l'impact positif dans leur processus, dans leur façon de faire, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très intéressant le point que soulevait Dan sur l'agilité, l'adaptativité orientée pour le bien commun ou l'intérêt général. C'est que même en moment de crise, quand on a ces valeurs-là, on va tendre à aller amplifier ce modèle-là plutôt que de se dire parce que c'est ce qui se passe majoritairement dans le mainstream. Hein. Aujourd'hui, les décisions que nous voyons et les réactivations qu'on voit dans l'infrastructure de marché, c'est de se dire mais comment on a fait la dernière crise? Puis on va reprendre l'ancien modèle pour trouver la solution qui avait peut-être marché la dernière fois. Et ça, c'est très mal comprendre, je pense, les dynamiques aujourd'hui sociétales, environnementales, très mal comprendre aussi les nouvelles attentes qu'il y a, d'essayer d'aller réutiliser, de piocher dans des vieilles solutions. Et bon, malheureusement, c'est ce qui se passe hein, d'un point de vue économique aujourd'hui. Hein. Mais donc voilà, ça c'est ce que je peux voir dans les bicorps, c'est ce côté amplifier encore plus l'impact pour certaines d'entre elles, se tourner vers l'autre, l'axe solidaire. On a été vraiment surpris de voir toutes ces actions, alors pas qu'en Suisse, hein, mais dans le monde entier. Il y a des milliers d'actions qui ont été menées pour aller justement aider soit le personnel soignant, soit les groupes défavorisés. Voilà, donc c'est quelque part simplement une prolongation. Je pense que on a dû dans ce moment, je finirai peut-être là, juste là sur cette question, ça me semble important de le partager, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans tous mes contacts ces dernières semaines et dans tous mes échanges. C'est
malgré tout, cette situation de crise nous a amené aussi une poche de respiration qui nous a permis de ralentir un petit peu cette machine infernale. Mais même pour les gens qui sont engagés, on s'est assis, on s'est posé, on a respiré un bon coup. Alors, avec toutes les difficultés familiales que tout le monde a pu avoir de cette réorganisation, et avec beaucoup de respect pour tous ceux qui ont souffert de près ou de loin de cette pandémie, mais ça nous a quand même donné l'occasion un peu de respirer, de repenser comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on consomme concrètement, avec qui je le fais. La montée du circuit court en Suisse a été impressionnante. Et donc, on va peut-être pouvoir capitaliser sur ces choses-là d'un point de vue autant d'éveil de conscience personnelle que collectif sur comment agir demain. Je te remercie. Je pense qu'on a effectivement bien vu cette problématique de résilience, que ça soit d'un point de vue global ou avec Babouk. Je vous propose de passer à quelques questions de notre audience. On est ici dans un contexte quand même universitaire avec le Hub. On a quelques étudiants. J'ai une question d'un étudiant, Hugo Fenelli. Je ne sais pas si Hugo, tu veux poser cette question ou tu veux que je la relaie. Benjamin, je ne sais pas si tu peux faire venir Hugo qui pose cette question, cet étudiant sur… je m'en occupe. Hugo, il peut simplement cliquer sur… Hugo, tu m'entends? Hugo? Le code pour faire apparaître le graphe est le même qu'avant. Et ce qu'on vous demande de changer, c'est la manière Hugo, tu es en ligne, Hugo. Je suis pas bon, je la pose pour Hugo. Hugo dit bonjour, je suis étudiant. Je me demande si une résolution de tous les sujets dont vous parlez ne serait pas d'amener les entreprises à embaucher plus de jeunes dans leur structure afin de mieux orienter l'atteinte de ces objectifs durables, les jeunes étant plus sensibles à ces objectifs. Comment, Jonathan, tu vois ça? Bon, déjà, j'aime pas la notion de plus ou d'opposition qui pourrait être sous-jacente à la question quelque part. Maintenant, il y a une vraie réalité sur l'insertion des jeunes dans les milieux professionnels. Donc ça, je pense que c'est la question qui est adressée, premièrement. Donc il y a effectivement d'avoir, et on le sait, hein, moi, c'est des thématiques que j'enseigne à côté de mes expériences de terrain, c'est cette agilité d'avoir une diversité au sein de son entreprise ou de son organisation amène énormément de bénéfices. Donc, je dirais effectivement de bien combiner des forces vives avec cette nouvelle lecture de l'attente du monde qui permettent d'engager ces dialogues et de faire travailler l'expertise peut-être de seniors pour le construire. Donc, je pense que c'est l'équilibre qu'il faut aller chercher. C'est pas le plus, mais c'est l'équilibre, c'est la justesse. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question d'Hugo là clairement, mais après, il y a dans les théories du management, il y a quand même des principes dans la bienveillance qui, on le sait que c'est quand même l'addition de cœur et de cerveau qui fait, et leur diversité qui fait qu'on arrive à créer des actions qui ont plus de sens. Merci Jonathan. Je prends une autre question aussi qui me semble intéressante, une question de Reda. Il est souvent constaté que les candidats aux certifications perdent l'objectif pour se concentrer sur le processus, qui devient un petit peu contre-productif. Constatez-vous cela avec la certification Bicorp, où vraiment on se focalise sur le process plutôt que l'objectif final? Alors, je fais un petit clin d'œil à Dan qui mentionnait tout à l'heure la difficulté, du moins effectivement, c'est un processus crédible et challenging. Maintenant, après, ça va dépendre de pas mal d'éléments. Ça va dépendre de la maturité de l'entreprise, depuis combien de temps elle opère, de comment est-ce qu'elle a formalisé ses processus, ainsi de suite. Donc, moi, je dirais, je répondrai à cette question non, parce que justement, ce qu'on ne cherche pas, c'est pas à avoir des entreprises certifiées. La certification n'est que le point de départ pour rejoindre un mouvement et toutes les activités qu'on fait avec ce mouvement. On a plein de groupes de travail qui travaillent sur les questions de climat, qui travaillent sur les questions d'engagement d'employés, sur les questions de chaîne d'approvisionnement et d'autres. Donc, c'est qu'un point de départ. Donc, en fait, l'effort à fournir dans le processus n'est pas pour aboutir à la certification, c'est aboutir pour aller
amplifier cet impact avec les autres, rejoindre ce mouvement. Donc voilà, et je pense qu'on peut le dire, on a des outils qui ont été vraiment designés, et j'y ai passé un petit peu de temps, même beaucoup de temps ces dernières années pour les améliorer, qui ont été construits de façon, ce qu'on appelle adaptative et positive. Ça veut dire que ces outils-là ne sont pas simplement est-ce que vous faites ça, oui, non, est-ce que vous le faites comme ça, oui, non, combien, pourquoi ou comment. C'est vraiment, ils ont été construits pour toujours penser à comment on peut faire mieux. Et donc, quand on remplit ce système de cette évaluation et on répond aux questions de notre standard, ça amène vraiment tout de suite cette dynamique transformative de se questionner. Et donc, les expériences et les retours d'expérience qu'on a, tous ceux qu'on a eus, et je n'ai jamais eu un qui ne l'a pas mentionné, c'est j'ai appris quelque chose et ça m'a donné envie de faire plus. Et donc, voilà, c'est pas qu'on vous donne une fiche, puis vous devez la remplir, et puis vous devez répondre à toutes les colonnes. C'est vraiment un processus en soi, et on a une super équipe en Suisse qui accompagne toutes les entreprises qui veulent faire l'expérience. Mais même, hein, je vous dis, sans vouloir devenir Bicorp, utilisez l'outil, je vous promets que c'est une expérience en soi. De voir le côté holistique de la démarche, et de voir comment est-ce quand on commence à connecter ces pièces de puzzle ensemble, eh bien, on commence à adresser de façon sérieuse et cohérente les choses pour être aussi crédible vis-à-vis de ces audiences, hein, de ces parties prenantes. Merci, Moi, Jonathan. juste, Dan, voilà. voilà, juste bon, là, je dois quand même rejoindre Jonathan. C'est effectivement, c'est tout à fait 100% juste. Le Big Up, c'est un début. C'est vrai que les questions, il y a énormément, et on comprend beaucoup de questions pas, mais dès qu'on commence à creuser, il y a des réflexions qui se créent, qui se font de ça pour se dire, mais attends, je n'ai pas pensé à ça. Ah, mais ça, je peux changer. Et c'est juste un starting point. Ce n'est pas une finalité, le Big Up. C'est juste pour pouvoir. Et on peut aller très, très loin. Je veux dire, j'avoue que des fois, même pour nous, c'était là, là, ouf. Mais je comprends que c'est quand même très large. Ça doit couvrir tous les secteurs. Mais c'est le but de se prendre ce qu'on a besoin soi-même pour aller plus loin. Voilà. C'était un peu. Merci, Dan. Une autre question qui s'adresse à vous deux, c'est est-ce que vous voyez apparaître chez les dirigeants Bicorp des mutations en termes de purpose, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des transformations intérieures fortes, ou en fait, par exemple, Dan, chez toi, est-ce que ce sens de purpose, il était là déjà au départ et que finalement, il s'est cristallisé au travers du chemin? Je pense qu'il s'est plutôt cristallisé parce que je n'ai pas tout à fait mentionné, mais ni moi ni Galine, on n'est pas du milieu de la production, ni de la chaussure. On a fait HEC et PFL, on n'a aucun. En fait, oui. On a plutôt commencé comme une idée, et cette histoire de purpose, ça s'est cristallisé avec le temps, plus qu'on avançait. Et c'est clair que le Bicorp nous a bien aidé aussi à continuer en fait à partir sur le bon chemin, parce que quand on part dans les réflexions, on a 50 000 à la minute, et après c'est laquelle qui est la bonne, on ne sait jamais. Et c'est vrai que le Bicorp en lui-même, et surtout aussi le support, il faut le bien dire, Nathan, il est toujours disponible, il est extrêmement présent pour toutes les sociétés. Je ne sais pas comment il fait, il travaille 24 heures par jour, mais ça aide énormément. Oui. Mais souvent, cette personne qu'on arrive toujours à joindre, c'est impressionnant. Et c'est ça en fait, ça c'est plus on est tombé dans ce mouvement, plus ça nous aide. Mais je vais être transparent, on n'est pas des extrémistes. On veut pas, je veux dire, on veut pas essayer de vendre quelque chose qui n'est pas vrai. C'est juste que nous, on essaie de faire des améliorations. On veut juste construire quelque chose de mieux, et c'est à des petites étapes. Et je pense qu'il n'est pas aussi Bicorp, et ce n'est pas un truc qui se dit tu dois faire comme ça. Non, c'est que c'est ouvert, c'est des dialogues, c'est des choses, et c'est plutôt on apprend ensemble en fait. Et je pense que ce que dit Dan, là, peut-être pour rebondir, c'est au cœur de notre approche. Ça veut dire que typiquement, notre outil d'évaluation, notre standard, il est revu chaque 24 mois, et on prend en compte les feedbacks. La dernière revue, il y a une année et demie, on a reçu plus de 3800 feedbacks de la communauté d'entreprises Bicorp, mais aussi de tous les utilisateurs de l'outil. Donc, il y a ce côté aussi où on apprend ensemble. Hein, la matrice fixe qui détermine tout, elle n'existe pas. Donc, les choses doivent évoluer, et ça se fait aussi dans ce processus d'open innovation. Je sais qu'il parle aussi beaucoup au hub de l'UNIL, d'avoir cette capacité de prendre les feedbacks, les nouvelles pratiques, les questionnements. Maintenant, effectivement, derrière, il y a un standard, donc les choses sont aussi normatives quelque part,
Mais c'est pas magique de se dire que quelque part, à un moment donné, dans notre ancien monde, tout d'un coup, là, nous, on est venu proposer un chiffre qui permet de comprendre là où est-ce qu'on est sur le chemin. Aussi simplement que ça. Ça veut dire que le comptable, aujourd'hui, ou le CFO d'une société, il a un chiffre qui peut conduire dans son bilan pour dire où est-ce qu'on progresse en termes social et environnemental. Et c'est quelque part la beauté de la chose, de faire ce que tout entrepreneur, et ce que j'ai entendu dans ce que Dan disait, on ne peut agir que sur ce qu'on mesure. Il est impossible d'agir si on ne mesure pas, si on n'encadre pas les choses. Et donc, et répondre à la question plus largement sur l'évolution, on va dire, de la prise on va dire, des actions par les entrepreneurs. Moi, je l'ai vu. Hein. Je ne peux vous dire pas lesquels, mais j'ai vu des gens en 5 ans aller plus loin, plus fort, plus haut, parce que c'est une dynamique vertueuse. C'est une dynamique vertueuse, et quand ils expérimentent que effectivement ça marche pour leurs affaires, que ça marche pour leurs collaborateurs, que ça marche pour leur écosystème, que ça, globalement, que ça fonctionne et que ça fonctionne encore mieux, eh bien, quelque part, vous pouvez que les laisser s'envoler. Merci, Jonathan. Il est 13h03, donc techniquement, on avait prévu de finir à 1h. Ceci étant dit, on a encore pas mal de questions. Je ne sais pas, et on a encore quand même une grande majorité des personnes en ligne. Je vous propose peut-être de prolonger de 10-15 minutes, si ça vous va, parce qu'il y a quand même des questions. Dan, ça te va aussi? Et de rester encore avec nous 15 minutes pour prendre ces dernières questions. S'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, faites peut-être Si je peux me permettre, Anne, oui. Juste par rapport aux questions, donc moi-même, mon coordinateur, parfois, je vous demande si vous voulez intervenir face caméra et je n'ai pas de réponse. N'oubliez pas de regarder dans le feed, le mur de questions. Dans le chat, voilà, ouais. ça peut être intéressant si vous voulez apparaître. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Toujours bien d'humaniser les contacts et les dialogues. Voilà. Donc, on a 15 minutes le plus ouverte possible. Et voilà, vous pouvez vraiment nous rejoindre. Donc, peut-être question de Sacha Nick. Je ne sais pas si Sacha, tu veux le dire. Autrement, je le… oui, avec plaisir, Anne, parfait, si tu Sacha. permets, justement. Donc, la question, c'est justement à Dan et à Babouk, par rapport à l'engagement des équipes, comment ça a évolué? Est-ce qu'il y avait une différence entre le premier jour, au bout d'un mois, au bout de 2 mois? Et qu'est-ce que tu as dû faire de ton côté pour que ça se passe au mieux? Ou est-ce que ça s'est passé très bien tout seul et il fallait vraiment rien faire du tout? Dan, il faut que tu enlèves ton muet. Oui, pardon. Non, ça c'était pas du tout fait. Bon, déjà, si c'est la question par rapport à B Corp, peut-être B Corp, c'était pas du tout fait tout de suite. C'était plutôt entre. On avait à l'époque une troisième personne qui nous a aidé que le B Corp. Et c'était avec cette personne, en fait, avec Alina, cette personne, en fait, on a un peu beaucoup brainstormé sur ce qu'on voulait faire. Et comme je dis, c'est pour moi le B Corp, c'est un début d'un changement. C'est pas un but ultimatif. Et le fait d'avoir quelque chose, on a un peu mis les action points, les choses qu'on a pensé qui étaient importantes. Et c'est une question purement évolutive. Je dis typiquement cette question avec cette Covid et qu'est-ce qu'on fait, c'est revenu complètement dans cette réflexion, mais tout le monde qui doit être impliqué parce qu'on doit se redéfinir qui on est ou ce qu'on veut. Et c'est l'avantage et l'inconvénient de ne pas être tout le monde au bureau tous les jours. Ça aide d'un côté d'avoir un recul et que chacun peut ramener en fait sa réflexion. Inconvénient, c'est que des fois, tu as besoin un peu tu as une équipe ensemble pour faire. Et on s'est énormément restructuré. Comment est-ce qu'on fait plus de one-to-one avec des différentes personnes pour avoir plus de questions de réflexion. Mais c'est purement une chose qui est évolutive. Ce n'est pas quelque chose, pour répondre à notre question, c'est quelque chose que ça change. Et même aujourd'hui, quand il y a quelqu'un d'autre nouveau qui arrive au centre de Babouk, que ce soit pour une période plus courte, plus longue, on part toujours du principe que c'est un nouveau membre qui apporte quelque chose de nouveau. Et c'est intéressant des fois parce qu'ils disent, mais c'est quoi la philosophie de la société? Non, on a des valeurs de base, mais toi, tu es une nouvelle personne qui fait partie et toi, tu drives en fait comme tout le monde la société.
Et des fois, c'est un peu choquant parce que on a des gens que justement, parce que j'ai entendu avant, est-ce que c'est bien d'avoir des jeunes ou des âgés? On s'appuie en fait sur les deux, on s'appuie sur les âgés parce que les gens âgés, ils ont beaucoup plus d'expérience et ils peuvent nous vraiment apporter. Et les jeunes qui ont de la fraîcheur, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tout le monde qui contribue. Il y avait une grande différence entre le début et la fin du processus. Oui. Plus de définir qui on est et ce qu'on veut. Je pense plus pour clarifier. Je pense que c'était plutôt avoir plein d'idées dans l'espace et à un moment donné, tu choisis les 3-4. C'était plutôt ça. C'est cristalliser sur ce qu'on veut se proposer. Merci. Merci. Il y a une question qui est très aussi sur le processus qui est très concrète, qui pourrait intéresser certains d'entre vous, qui dit combien de temps ça prend-il pour devenir une Bicorp en Suisse? Combien ça coûte-t-il, Jonathan? Malheureusement, je vais vous faire une réponse très concrète. Ouais, très concret, mais je vais vous faire un peu, pas une réponse de Normand, ce serait assez drôle, mais non, là, ça va dépendre, comme je disais avant, de la maturité, de la structure, sa taille, son secteur, ça veut dire la complexité de sa chaîne de valeur, par exemple. Donc ça, c'est des éléments, on va dire, structurels qui va définir un petit peu et le temps d'analyse aussi pour nos analystes et de revue. Mais on est sur un tempo, on va dire, pour une petite moyenne entreprise, on va dire, dès qu'on ne parle pas de très très grosse entreprise, qui va entre 2 et 4 mois environ. Pour des petites PME, ça peut être entre 6 et plusieurs mois. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs. Pour la question du prix, on les a basés sur les chiffres d'affaires, avec un principe de solidarité. Ça veut dire qu'une PME qui fait je sais pas, 3 millions de chiffre d'affaires annuel va payer 1500 francs ou 1000 francs par an pour la certification. Donc chaque année, elle est revue toutes les 3 années. Donc comme vous imaginez, ça couvre absolument pas les coûts de vérification ni tous les coûts de fonctionnement qu'on a en tant qu'ONG. Mais par contre, une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, elle va payer entre 50 et 70 000 francs par an. Et donc les grands permettent d'absorber aussi le coût de notre travail pour les plus petits et donc donner un accès aux plus petites entreprises pour ne pas arriver avec un coup de bambou. Parce que le vrai investissement et le vrai coût, et je le dis souvent et je l'ai tellement pratiqué, il est en interne. Il est en interne, soit par les ressources qui vont porter le projet, soit par les actions qui vont être menées pour s'améliorer, soit par des transformations qui vont avoir lieu et qui vont devoir nécessiter soit un peu d'investissement, soit du temps des équipes. Donc le vrai coût, il est plutôt à l'intérieur des équipes. Merci, Jonathan. Il y a une autre question qui était posée par Mathieu Pertuis. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si vous souhaitez vous exprimer concernant la formation. Mathieu Pertuis. Ok, une super question. Hein. Oui, bah, je vais le... Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, effectivement, je me posais la question à titre personnel puisque le mouvement Bicorp m'intéresse. Maintenant, la question est de savoir justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a un déficit de formation ou est-ce que justement vous pensez que généralement aujourd'hui, soit les nouveaux entrants, soit notamment par la formation continue, on va dire que les employés ou les personnes en entreprise aujourd'hui sont équipés pour arriver à faire face à ces nouveaux challenges? Oh, c'est une super question, hein. Je rebondis dessus, Anne. Voilà, j'ai aussi une casquette académique où j'interviens dans. Voilà, on a mis aussi des activités en place entre Bilab et différentes universités en Suisse. On a 5-6 partenariats entre Saint-Gall et Genève où on va apprendre ces nouvelles théories de l'économie inclusive, de cette économie régénératrice, de partager nos frameworks d'encadrement de l'impact pour cette économie. Donc oui, la question, est-ce qu'il y a des lacunes? Je ne dirais pas qu'il y a une lacune, il y a un manque, il y a un vide. Il y a un vide d'apprendre les bonnes théories de l'économie qui fonctionnent dans un système fini. Parce qu'aujourd'hui, on vous apprend encore dans les écoles économiques, dans les filières économiques, on vous apprend encore le modèle d'il y a 30 ans, où en fait, avec la croissance absolue, on peut arriver à tout faire.
sans se prendre compte des limites planétaires, sans se prendre compte des besoins du plus grand nombre, ainsi de suite. Donc, effectivement, il faut repenser cette théorie-là de l'économie. Il va falloir la retravailler. Il y a des très, très bons économistes qui ont travaillé dessus. Je pourrais nommer la théorie du donuts ici, par exemple, avec Kate Raworth, qui est une économiste anglaise qui fait beaucoup de choses là-dessus. C'est une théorie, mais qui permet d'être adaptée dans des propositions de réforme structurelle très concrètes pour la société. Donc, moi, effectivement, je dirais, il faudrait, on voit quelques essais, hein. Il y a quelques universités en Suisse où j'interviens, où il y a cette volonté de refondre les masters en économie, de refondre les cursus pour y amener de la durabilité, mais il y a encore énormément à faire. À la question de la formation continue, oui, plus que jamais c'est nécessaire. On est dans l'économie de la connaissance, plus que jamais aujourd'hui, et donc il faut se former, il faut prendre de nouvelles compétences pour proposer des solutions par rapport à toute la complexité de cette transformation. Merci. Merci, Jonathan. On a encore peut-être le temps de prendre deux, trois questions. J'ai une question de Florent. Je ne sais pas si Florent est encore avec nous. Florent qui demande pourquoi est-ce que les entreprises suisses connues comme ayant un impact environnemental moindre dans la fabrication de leurs produits comme Freitag ne sont-ils toujours pas labellisés Bicorp? Eh bien, qu'ils leur demandent. Qu'ils leur posent la question directement. Mais cette question-là, elle relève, évidemment, je ne vais pas l'adresser directement. Nous, on est pour la transformation, le changement. On ne va pas juger des entreprises qui n'auraient pas eu ça dans leur radar. Je pense qu'elles l'ont eu. Elles l'ont peut-être pas simplement mis dans leur plan de pilotage. La question, elle est effectivement de faire résonance à l'attente du grand public. Et ça va venir. Et ça sera pour qu'elle rejoigne un mouvement comme le nôtre, qu'elle passe à travers, qu'elle rejoigne le mouvement, mais ça pourrait être aussi tout simplement d'aller rejoindre d'autres dynamiques qui vont pouvoir montrer le côté holistique, effectivement, de leur prise en compte de l'impact social environnemental, et pas simplement d'avoir un produit qui est issu d'un procédé circulaire ou d'un procédé de récupération et qui diminue certaines externalités, pour ne pas dire des choses trop techniques, mais voilà, effectivement, ce qu'aujourd'hui on s'adresse, et je pense que c'est la bonne question qui est posée là par Florent, c'est on veut comprendre le 360 degrés. Où est-ce qu'on en est dans la gouvernance? Où est-ce qu'on en est vis-à-vis des collaborateurs? Où est-ce qu'on en est au niveau de la gestion des communautés, des chaînes de valeur? Où est-ce qu'on en est au niveau environnemental? Comment le business model il supporte un impact à long terme? Voilà, ça, c'est des réponses que nous, on amène avec une démarche qui est exigeante. Donc voilà, je pense que voilà, il faut voter tous les jours. Ça peut être une façon de les faire se bouger. Merci, Jonathan. Une dernière question, on avait dit que on parlerait aussi du futur. Je pense que le temps passe. Donc je l'ouvre. Quel est l'avenir pour Bicorp et le mouvement Business is a Force for Good? Il y a une question qui est tout à fait dans ce sens-là de Reda. Je ne sais pas s'il veut s'exprimer. La question, c'est de se dire, devant cette crise, tu l'as mentionné tout à l'heure, on pourrait imaginer qu'il y a un grand frein avec un retour sur des considérations qui sont purement financières, ou au contraire une accélération de tout ce qui est à la sensibilisation et le besoin des entreprises d'apporter une contribution environnementale ou sociétale. On va où? Comment tu sens ça? Comment tu vois ça? Alors, je sors de 2 jours où, avec mes collègues au sein de Bilab, au niveau international, au niveau de notre ONG, on s'est réunis pour discuter avec des longues journées où on a fait beaucoup de discussions, de brainstorm sur justement comment est-ce qu'on va se répondre. Alors, avec cette situation de crise pour l'instant, mais quel est quelque part le futur pour le moment. Et je pense que plus que jamais, on va, nous, se positionner sur des propositions de changement systémique. Ça veut dire d'axer encore plus les questions sur les formes juridiques,
qui doivent intégrer ces dimensions-là d'un point de vue fiduciaire. On va aussi essayer de travailler sur l'amplification. On lance effectivement un projet national ici en Suisse, le Swiss Super Impact que j'ai mentionné, qui est de faire bouger en fait les gens sans peut-être la difficulté de la certification. C'est une autre. Et puis plus largement, on a effectivement une alliance qu'on a montée qui s'appelle Imperative 21. Donc c'est aujourd'hui 150 organisations alliées qui représentent environ, je crois, plus de 20 millions d'emplois dans le monde avec je sais plus 6 000 milliards de chiffres, hein, pour donner un peu des chiffres de l'ancien monde, mais comme ça on sait de quoi on parle, hein, donc qui représente 70 pays, donc c'est un peu concret. Et puis cette alliance-là, elle a pour but d'amener justement ces nouveaux principes fondamentaux des impératifs du 21e siècle. Donc là, c'est de travailler dans cette dynamique de mouvement, de coalition, de s'allier avec d'autres organisations pour amener ce message. Mais on est dans un tipping point. On le voit quelque part. Alors, crise, un peu, si je ne prends pas la crise en compte là maintenant qu'on vit et qui fait qu'on s'est un peu arrêté, on s'est un peu arrêté sur l'image, mais plus globalement, on a vu qu'il y avait un tipping point sur ce capitalisme des parties prenantes. Vous avez peut-être vu le CEO Roundtable aux États-Unis, hein, c'est 200 CEO de grosses sociétés américaines qui tout d'un coup disaient on va prendre en compte les parties prenantes, première fois depuis très longtemps, depuis jamais, hein, qu'ils l'ont fait. Ces différentes campagnes d'information, entre autres avec le Financial Times, sur le besoin de faire un reset du capitalisme. Bref, on sent qu'il y a un tipping point, il y a un moment, il y a une attente peut-être de la société, voilà. Et donc nous, on va essayer, en réponse de ça, c'est de maintenir notre crédibilité, mais aussi d'augmenter notre impact. Donc de travailler aussi beaucoup sur cette dimension d'interdépendance dans notre communauté pour que mutuellement nos membres Bicorp puissent augmenter leur impact. Et donc là, on va travailler sur des réflexions de construction de ponts, de mutualisation, d'action afin d'augmenter l'impact. Merci Jonathan, je pense que c'est une belle manière de clôturer ceci, parce que par respect peut-être pour le temps de vous tous, on pourrait continuer pendant longtemps. On a encore 50 participants avec nous. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Peut-être Dan, un petit mot de la fin, peut-être un conseil à des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, ou pour clore de ton côté. Dan, il faut que tu enlèves ton attention. Ah, pardon. Voilà. Pardon, oui. Non, c'est que par rapport à la question, comment est-ce que ça va continuer? Moi, quelque part, en tout cas au sein de ce qu'on vit, c'est que on n'en discute pas, que tout le monde en souffre et on a des problèmes financiers, ça va. Je n'entre même pas en matière avec ça, mais pour nous, c'est plutôt quelque chose de positif de continuer en fait cette réflexion, continuer en fait de se dire mais pourquoi on fait les choses et comment on le fait. Et c'est quelque chose, moi je vois ça plutôt, toute cette situation comme une manière positive de peut-être accélérer ou de changer les choses qu'on faisait d'habitude parce que c'était comme ça, versus on le fait parce qu'on y croit. Je pense que le côté d'y croire à quelque chose de meilleur et ensemble et se poser les questions et travailler ensemble, pour moi c'est un peu une conclusion positive de toute cette situation très, très difficile à gérer pour beaucoup de gens. Merci. Et des gens qui ont des idées, même pour nous, bienvenue de nous appeler, de contacter, parce qu'on est toujours ouvert à plein de nouvelles idées. Merci en tout cas. Merci Dan. Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose encore? Peut-être juste, prenez le temps, peut-être ce soir, ou quand vous avez un moment de calme, de repenser sur le sens de l'urgence. Parce que ça fait un peu en lien avec ce que dit Dan. Je pense qu'il est important de se mettre dans l'action, hein, d'un point de vue très d'écologie personnelle. Du moment où on agit et qu'on fait un acte bienveillant, un acte pour les autres, un acte solidaire, on se met dans une dynamique très positive. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va régler tous les problèmes, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre toutes les grandes questions, mais ça me crée une dynamique très positive, ça me crée une dynamique énergétique aussi très bonne. Et donc, ce que je vous dirais, voilà,
branchez-vous sur la bonne fréquence. Et puis, je me réjouis de vous retrouver tous potentiellement sous différents formats très prochainement. Merci encore Anne pour cet accueil et cette organisation. C'était mené de main de maître. Bravo à toi. Merci Dan, je te dis à tout vite. On se mettra une bûche ensemble dans ta cheminée quand je viendrai te voir. Voilà. Et puis, je vous remercie. Je vous ai mis un petit message. Si vous avez des questions additionnelles, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais dans le chat, je vous ai mis l'email de Bilab. Vous pouvez écrire. On a une super équipe qui est présente. Je crois qu'il y a Sébastien qui est avec nous en ligne là, qui fait le lead certification, qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Merci Jonathan, merci Dan. J'allais rebondir dans le même sens. Effectivement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je pense qu'on aurait pu rester encore 1 ou 2 heures. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va essayer de revenir vers vous. Idéalement, vous pouvez vous adresser, comme l'a dit, directement à Jonathan. Autrement, l'équipe du Hub, on est aussi là pour le faire et pour faire les relais avec Jonathan ou avec Dan si besoin. Donc, et dès qu'on peut se voir, allez, on fait un call to action. Dès qu'on peut se voir tous ensemble, dans les mesures sanitaires acceptées, organisons un hackathon pour tous ceux qui en ont envie de mesurer leur impact, d'utiliser nos outils et de penser comment est-ce qu'on peut contribuer collectivement. Voilà, j'ouvre ça et... alors, Venez tous ici aux cheminées là. Où... Jonathan, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Donc, très, très volontiers de s'associer à toi avec le Hub pour t'aider à organiser ça. Ça serait une magnifique initiative. Merci. Et puis un petit mot pour les étudiants, peut-être un petit mot pour les étudiants qu'on n'a pas beaucoup étendu. Voilà, on a besoin de cette force vive et on a vraiment besoin aussi que vous fassiez remuer un peu la maison académique en général. Hein. Donc, pas oublier que vous êtes les bâtisseurs du monde de demain. Au revoir à tout le monde, c'était un plaisir. Merci. Merci à tous, merci à l'équipe du Hub pour l'organisation. Ouais, merci au Hub, hein, bien sûr. Merci à tout le monde.